ouvrir cette séquence, je me tourne vers vous, Sylvain Olagnon, vous qui avez accompagné cette évolution de très près. Quel a été très concrètement le rôle du groupement imprononçable durant toutes ces années? Très rapidement, c'était juste pour faire connaître essentiellement l'activité, déjà au début, susciter des vocations, créer des modules de formation, comme on vous l'a dit, démarcher tous les opérateurs du secteur et permettre à chacun d'entre vous de pouvoir avoir accès à des prestataires de renommée nationale, qui s'adapte également à toutes nos obligations professionnelles, disposer d'un site internet, de portail de publication, de modèles d'actes, tout ce que l'on a vu déjà depuis ce matin. On a été des agitateurs d'idées et on a été assez tenaces parfois insistants même, Régis, et je dois dire que notre travail aussi de force de proposition a porté ses fruits. Maintenant que nous sommes 1000, on n'est pas loin d'être un tiers de notre profession à exercer cette activité. Ça nécessitait d'être encadré, comme le disait Guillaume Delacroix tout à l'heure. Au début, on n'était que quelques dizaines de confrères en France à le faire. On le faisait un petit peu différemment en fonction des régions. Là, maintenant, il fallait professionnaliser tout ça et il fallait que la Chambre nationale encadre tout ça et nous a confier une mission de collaboration, à savoir encadrer les règles. Et Marie-Christine va en parler bien mieux. Marie-Christine Carpanetti, vous êtes commissaire de justice, administrateur d'immeubles, membre du bureau, je l'ai dit. Vous avez la responsabilité du service des assurances et risques professionnels. En quoi le statut de commissaire de justice est-il à lui seul un facteur de confiance ? Alors notre statut, il est à lui seul un vecteur de confiance puissant puisque nous incarnons l'autorité de l'État. Donc rien que par ça, rien que par le nom, je veux dire, on assoit notre position. Maintenant, je n'ai rien à vous vendre, monsieur le maire. Je crois que tout vous a été vendu par mon confrère. Donc, voilà, exactement. Officier public et ministériel, donc délégataire de puissance publique, professionnel du droit. Nous sommes reconnus pour nos compétences juridiques, notre impartialité, mais également pour la sécurité juridique de nos actes. Cette légitimité est renforcée, bien entendu, par nos règles, les textes, le code de déontologie qui pose des règles qui sont rigoureuses, par le système de garantie que nous offrons, puisque que ce soit dans le cadre de la responsabilité civile ou de la responsabilité financière, le tiers n'est pas lésé, mais il est indemnisé face à la faute du professionnel. Donc forcément, je dirais que de par notre statut, nous avons un socle. Mais ce socle, il ne suffit pas. Quand on parle de confiance, c'est après à nous, individuellement, commissaires de justice, à aller revêtus de cette robe, de cette puissance, quelque part. C'est à nous à échanger et à valoriser notre profession. La réforme entrée en vigueur, donc c'était le 1er septembre 2024, a marqué un tournant dans votre profession. Est-ce que vous pouvez nous en dresser un bilan ? Alors, les deux réformes, effectivement, sont la preuve de la confiance des pouvoirs publics envers notre profession, et notamment envers le travail qu'a effectué le groupement, puisque nous avons quand même des avancées considérables. Ce n'est pas à vous, professionnels, que je vais l'apprendre, notamment en cette matière, puisque la possibilité de faire état de son statut d'OPM, mettre en lumière nos compétences, notre activité, la valoriser, et même au-delà de l'immobilier, et la possibilité de pratiquer l'intermédiation immobilière pour les biens dont on assure l'administration, que ce soit en qualité de gestionnaire ou de syndic. Cela a bien des conséquences, malgré tout, sur notre statut, mais sur notre déontologie, sur nos règles à respecter, sur notre communication, mais là je m'avance parce que je crois que c'est cet après-midi, il y a quand même des ateliers là-dessus. Donc, qui dit confiance dit montée en puissance. Et qui dit montée en puissance dit forcément développement. C'est ce que l'on a dit. Les administrateurs aujourd'hui représentent 1000 commissaires de justice. Mais c'est aussi, je dirais, un développement en nombre dit un développement en risque. Donc, qui dit risque dit forcément qu'on règle, qu'on structure, qu'on apporte un cadre. Bon, c'est pour toutes ces raisons que nous avons établi un cadre en collaboration étroite avec le groupement. Ce cadre, il va être présenté par Sylvain tout à l'heure.
Voilà, je crois que... Ou beau maintenant, d'ailleurs, voilà, exactement, parce qu'il va synthétiser, donc c'est parfait. C'est de manière, on a bossé, on a compilé tous les textes, comme on l'avait fait pour la conformité locative. Là, c'est la conformité de notre statut. Il est encore tout chaud, il sort de l'imprimante, parce que jusqu'à encore, il y a quelques semaines, il y avait encore des textes qui venaient impacter les sociétés d'exercice, etc. Et l'ordonnance du 8 février 2023 sur les formes d'exercice et les formes sociétales n'a pas fini de nous faire réfléchir. Et donc, le Vadémécum, enfin, est finalisé, en tout cas dans sa première version. Il sera diffusé par la Chambre nationale des commissaires de justice prochainement. On va prévoir une circulaire que l'on va coécrire. Et voilà, on est très heureux de pouvoir vous le présenter parce que ça va très au-delà des simples formalités déclaratives. Il y aura toute une section sur les formes sociétales que vous pouvez utiliser, la comptabilité, la fiscalité, éventuellement les holdings, les SPFPL. Voilà. Après, il y a des éminents experts comptables aussi pour vous accompagner dans ces démarches. Mais en tout cas, il faut savoir que le SARP est pleinement impliqué là-dedans et on a vraiment un besoin d'uniformisation du statut sur tout le territoire et une certaine homogénéité des modes d'exercice. Anne Cormier, maintenant, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous parler du cabinet Verspiren, de son rôle auprès des commissaires de justice et plus particulièrement auprès de ceux qui sont administrateurs d'immeubles ou intermédiaires immobiliers? Quel est exactement votre champ d'action auprès de ces professionnels? Merci Maître Duplat et Maître Olagnon de nous avoir conviés. Je suis venue ici avec l'une des collaboratrices de l'équipe. Le cabinet Verspiren, cabinet de courtage, c'est un petit peu le village gaulois parmi les grands courtiers, puisque c'est un courtier franco-français. Donc nous sommes très honorés d'accompagner la profession depuis maintenant 10 ans sur l'ensemble de son programme, même si je ne représente, ou en tout cas mon équipe, dirais-je, que l'ARC. 10 ans, cela peut vous paraître anodin. Pour nous, c'est important parce que, en matière de sinistralité, la durée est aussi un gage d'efficacité. Plus nous nous connaissons nos assurés, plus nous connaissons nos interlocuteurs, plus nous connaissons le risque, mieux nous travaillons et plus nous faisons baisser, évidemment, l'indemnisation des sinistres. Donc c'est dans cette optique, dirais-je, que l'ensemble de nos équipes travaillent. Nous travaillons en étroite collaboration avec le SARP et en étroite collaboration avec l'assureur. Nous parlions de confiance tout à l'heure. Maître Duplat nous a longuement développé son point de vue de la confiance et de la nécessité qu'il fallait avoir les uns envers les autres. C'est aussi parce que Verspiren a gagné la confiance des compagnies et plus particulièrement de celles spécialisées dans le domaine de l'immobilier. Nous avons un département immobilier très grand avec de la promotion, de la GLI, de la RC immobilière qui recoupe tout à fait le thème d'aujourd'hui, que nous pouvons travailler dans le domaine qui est le vôtre. Nous suivons vos sinistres, nous suivons tout ce qui est souscription et production, donc nous vous accompagnons sur ces 2 premiers volets et nous procédons également à l'ensemble, je parle de nos équipes actuariat, donc c'est au total un très grand nombre de personnes dédiées à la profession qui travaillent sur vos statistiques indispensables à la connaissance de la sinistralité. Alors, le fait d'évoluer au sein d'un cabinet de courtage comme Verspiren, vous allez me dire, Mme Cormier veut nous vendre Verspiren. Non, ce dont je souhaite vous convaincre, c'est que nos multi-compétences nous permettent, oui, de passer un coup de fil au service construction, puisque vous êtes syndic
et parfois syndic et vos activités recoupent la construction, nous permettent de travailler en étroite collaboration avec les services de la GLI. Donc ces multiples compétences nous permettent de vous accompagner encore au mieux, dirais-je, pour les besoins de votre profession. La durée, elle, nous permettant de nous adapter à toutes les évolutions que nous avons connues avec vous depuis le 1er janvier 2015. Je dirige une équipe d'une petite dizaine de personnes que Leslie va vous présenter pour vous expliquer comment s'articule plus particulièrement la sinistralité RC, étant dédiée à la RC exclusivement. Bonjour à tous. Donc effectivement, je fais partie de l'équipe RC sous la direction d'Anne. Nous avons une équipe qui est très diverse et très spécialisée en la matière immobilière, puisqu'effectivement, nous sommes intégrés au département des professions du droit et du chiffre, qui comprend l'ARC des agents immobiliers, des marchands de biens, des experts comptables, des géomètres experts, et évidemment, celle qui vous concerne tout particulièrement, des commissaires de justice. Dans chacun de ces services, nous avons à la fois une partie qui est administrative, vraiment pour tout ce qui est souscription, attestation, et nous avons ensuite une partie plus juridique sur la gestion des sinistres en eux-mêmes. Un outil de confiance, vos garanties doivent impérativement être bien définie parce que c'est l'un des outils de confiance, ligne directrice des assises de ce jour, et les garanties souscrites par la Chambre nationale le sont évidemment. Nous avons les sinistres habituellement déclarés en première ligne de 0 à 5 millions d'euros, en seconde ligne de 5 à 25, sachant que la seconde ligne est mobilisable une fois que la première est épuisée, et une troisième ligne de 30 à 60. Donc vous totalisez une capacité, mais s'il vous plaît, on va essayer d'éviter quand même, une capacité de mobilisation de RC de 90 millions d'euros. Donc c'est une information intéressante, qu'il me semblait intéressante à vous communiquer. Sachez que nous mobilisons beaucoup la première ligne, évidemment, souvent la deuxième et malheureusement parfois la troisième quand même. Donc nous suivons avec le SARP des sinistres de grande envergure, de plusieurs dizaines de millions d'euros. L'activité accessoire, la réclamation va se faire jour différemment. Vous allez, comme l'indique Leslie à l'instant, recevoir par exemple une assignation au nom du syndicat des copropriétaires dont vous découvrez in fine à la lecture qu'il s'agit de demandes qui sont formulées contre le syndic à titre personnel, c'est-à-dire contre vous. Et ce document doit évidemment nous être adressé pour l'ouverture d'un sinistre, puisque votre responsabilité est susceptible d'être mise en cause. Même chose, de manière similaire, une convocation à une expertise. Est-ce que vous êtes convoqué ès-qualité ou est-ce que vous êtes convoqué à titre personnel? Soit vous le savez dès le départ, soit vous ne le savez pas, et c'est à l'occasion du premier rendez-vous d'expertise où votre client vous demande de le représenter que vous découvrez que c'est vous qui êtes visé, et vous devez alors faire une déclaration de sinistre. Faites-la parce que vous n'êtes pas marqué au fer rouge. Le SARP vous dirigera, vous donnera son avis, des conseils. Éventuellement, nous le ferons aussi si nous prenons le relais. Si nous considérons qu'il ne s'agit pas d'un sinistre qui vous concerne parce que tout simplement c'est mal formulé, et on le voit parfois, des avocats qui font délivrer une assignation, vous la recevez, on est incapable de dire à première lecture si c'est à titre personnel ou pas, si c'est le syndicat ou le syndic, est-ce qu'elle
réalité ou pas, c'est parfois tellement confus qu'on ne sait pas trop. N'hésitez pas, sollicitez-nous, sollicitez le SARP, sollicitez les équipes et nous vous répondrons très volontiers. Alors, j'ai certains de vos confrères qui, lorsque j'ai rejoint Verspiren, il y a un peu plus de 8 ans, me disaient « Ah, Madame Cormier, moins on vous entend, mieux on se porte ». Ça, je veux bien le comprendre, mais en réalité, maintenant, ce sont les premiers à passer un petit coup de fil, soit encore une fois au SARP, soit chez nous, pour savoir s'ils doivent déclarer le sinistre ou nous envoyer un petit mail, tout simplement. Donc justement, on a la chance d'avoir Clotilde Goyer dans la salle. Je ne sais pas où elle est assise, voilà. Et je voulais mettre à l'honneur Clotilde parce que Clotilde, il faut parfois mettre des visages sur des noms. On est tous commissaires de justice dans nos études. Et c'est Clotilde qui est notre premier filtre. C'est elle qui reçoit toutes les réclamations. Parfois un petit peu, il faut faire de l'autocritique, on est parfois un peu comme nos pires clients, c'est-à-dire qu'on arrive avec un dossier qui est mal présenté, mal préparé, etc. Elle reçoit tout en vrac dans sa boîte mail et c'est elle qui fait un premier filtre. Et je peux vous dire que pour travailler régulièrement avec Marie-Christine, avec Clotilde, avec vous chez Verspiren, moi je suis impressionné par leur enthousiasme et jamais défaitiste. C'est-à-dire qu'avec Clotilde, un dossier n'est jamais perdu. Même quand ça s'annonce mal, c'est jamais perdu. Et j'ai eu un dossier de réclamation dans toute ma carrière qui a duré très longtemps et on a fini par, on peut dire gagner, même si on a très peu perdu. C'est déjà une victoire. Et je peux vous dire que c'était la sagacité. Et il ne faut pas hésiter. Donc, je vous la donne. Ce n'est pas son 06, mais c'est sa petite boîte mail. C'est c.goyer, goyer@cncj.fr. Voilà. Et faites vos déclarations de manière préventive. Ce n'est pas comme en matière de voiture. Hein. Il n'y a pas de malus. Vous ne serez pas plus taxé l'année d'après. En revanche, vous serez peut-être plus taxé un jour si vous les faites tardivement, vos déclarations. Oui, et je vais même, merci Sylvain, je vais même ajouter que nous voyons ça d'un petit peu plus loin, puisque, encore une fois, nous représentons certaines professions, l'ordre des experts comptables, l'ordre des géomètres, les experts d'assurance, la RC immobilière de beaucoup de fédérations, la FNAIM, etc. Et pour pouvoir comparer par rapport à d'autres professions, vous avez via le SARP ce filtre qui vous permet d'avoir un point d'entrée avec un œil très critique. D'autres professions, finalement, je prendrai les avocats parce que je connais aussi le système, ont un mode déclaratif plus dilué et n'ont pas de personnes dédiées en leur sein aux déclarations. Et in fine, ils ont une sinistralité en constante augmentation. Ce n'est pas le seul, la seule cause de l'augmentation de leur sinistralité, évidemment, mais s'il y avait un meilleur filtrage, je reste persuadée, et nous le voyons parmi nos différents clients, je reste persuadée que c'est l'un des gages de l'efficacité, du suivi et de la maîtrise de votre sinistralité. Alors, votre sinistralité en matière immobilière ou d'activité accessoire, elle est pour l'instant toute relative. Vous êtes environ 1000 à être inscrits, un petit peu plus de 1000, donc il faut relativiser les chiffres que nous avons vus tout à l'heure, c'est-à-dire 3%. Il faut aussi les recadrer par rapport à ce prorata d'inscrits. Et la sinistralité, lorsque nous en avions parlé avec Sylvain Olagnon au printemps et encore il y a quelques jours, elle ne vient pas forcément de là où on pense. On se dit, l'intermédiation, ça va grandement faire augmenter. On a vite fait d'oublier de demander une attestation d'assurance à un locataire. L'immeuble brûle, on est bon, on est dedans. On a vite fait d'oublier de souscrire un dommage ouvrage. On a vite fait de ne pas faire réaliser de travaux. Alors pourquoi, lorsqu'on est syndic ? Parce qu'il n'y a pas les fonds. Des copropriétés impécunieuses, on en connaît. Le syndic n'a pas pris la précaution
tant pis si c'est pas voté, mais au moins de faire inscrire à l'ordre du jour les travaux, ou d'essayer de faire passer un architecte, ou voter à l'ordre du jour le passage d'un architecte en vue des travaux. Une fois que vous avez fait ça, après, traçabilité, comme dit Maître Duplat, après c'est voté, c'est pas voté, c'est pas bien ce que je vais dire, mais c'est pas votre problème. Ou en tout cas, pas en termes de responsabilité et des conséquences pécuniaires sur l'indemnisation, donc l'ensemble des primes de l'ARC de la profession. Donc la sinistralité, il faut faire attention. Leslie disait tout à l'heure qu'il y a une grande obligation de conseil, c'est vrai qu'on la retrouve un petit peu plus. Vous avez peut-être plus besoin de vous protéger encore dans le cadre de l'exercice des activités accessoires que de votre activité de commissaire de justice principal. L'ARC, c'est un outil de confiance. Il faut travailler en confiance. Il faut déclarer vos sinistres préventivement en confiance. Et il faut nous aider, que ce soit le SARP ou les équipes Verspiren, il faut nous aider, travailler en confiance, tout nous dire, parce qu'un sinistre bien maîtrisé, c'est un sinistre correctement indemnisé. Et quand je dis correctement indemnisé, ou pas indemnisé du tout d'ailleurs, ça c'est le rêve, correctement indemnisé, c'est faire en sorte qu'on ne paye que ce qu'on doit et que la profession sur laquelle retombent les conséquences des indemnisations, la profession ne paye que ce qu'elle doit et pas plus. C'est en tout cas notre objectif chez Verspiren. Merci beaucoup Anne Corbier pour le cabinet Verspiren. Je me tourne vers vous, Quentin Loiseleur, puisque au-delà des textes, des réformes, des dispositifs d'assurance, on le sait bien, la formation, eh bien, c'est la clé. Alors concrètement, que propose aujourd'hui la profession en matière de formation ? Ça marche. Merci beaucoup. Merci déjà au président Duplat, Sylvain, de nous inviter le pôle formation de la Chambre nationale des commissaires de justice et finalement les deux entités, Academis et l'Institut national des commissaires de justice qu'on représente ici, à vos 10e assises du groupement. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ensemble dans les 12 derniers mois et même un peu avant la dernière formation sur l'entremise immobilière. Alors, déjà, je vois un lien direct avec ce qui a été dit à l'instant, puisque nous sommes très en amont. Le pôle formation a finalement 3 objectifs. Déjà, il sélectionne et communique vis-à-vis des futurs commissaires de justice, donc étudiants dans les universités. Il les sélectionne à travers un examen d'accès, et nous sommes en plein dans le process. Ensuite, ce pôle formation et cet institut de formation délivre les enseignements durant ces 2 années dont parlait Maître Delacroix tout à l'heure. Donc après 5 ans d'études universitaires, 2 années à l'INCJ, donc selon cette nouvelle formule. Et puis nous avons aussi la charge, et c'est peut-être ce sur quoi j'insisterai tout spécialement, de garantir le maintien et le renforcement des compétences tout au long de votre vie professionnelle et éventuellement d'aller chercher de nouvelles activités comme nous le faisons avec le groupement. Donc nous sommes très en amont, et d'ailleurs, je salue aussi Clotilde Goyer qui intervient à notre rentrée solennelle pour aussi, dès l'arrivée de nos stagiaires, donner quelques clés, aussi avec Maître Carpanetti, à ces stagiaires. Alors, le modèle de la formation, puisque c'est la question qui m'est posée, il est effectivement à la Chambre nationale extrêmement intégré. Nous avons au sein de la Chambre et au sein de nos organismes de formation quelques 200 formateurs. Certains d'entre vous sont là et je les retrouve avec plaisir d'ailleurs. Nous avons quelques 350 tuteurs de stage. Peut-être que certains sont tuteurs de stage INCJ, des nombreux membres de jury d'accès et puis évidemment des référents régionaux en lien avec les présidents régionaux aussi qui nous aident beaucoup. Et certains sont là aussi dans cette construction de cette formation. Sur la formation continue, et j'en viens à la formation qui vous est tout spécialement dédiée, on a
un modèle à la Chambre nationale qui est celui du commissaire de justice, et Maître Lagnan en parlait tout à l'heure, qui est celui du commissaire de justice qui va concevoir sa formation parce qu'il va être spécialiste d'un sujet et ensuite il va animer sa formation. Donc vous avez effectivement un certain nombre de formations qui sont liées à votre environnement. Alors on en a 3 ici et j'en parlerai. Mais au total, si vous allez sur le catalogue de JT, donc de l'organisme de formation, vous avez plus de 45 formations qui sont aujourd'hui, si vous y allez tout de suite maintenant, qui sont ouvertes à inscription dans tout le scope des activités du commissaire de justice. On a d'ailleurs ouvert une formation très récemment sur le statut et la déontologie. Donc voilà, on ouvre sans arrêt de nouvelles formations. Alors, dans les formations que nous opérons en lien très étroit avec le groupement, il y a en effet 3, donc elles sont affichées à l'écran. L'administration d'immeubles et la gestion locative, donc qui dure 4 jours et qui est assurée par Maître Lagnon. L'activité accessoire de syndic de copropriété, qui est assuré par Metzello, c'est avec effectivement d'autres intervenants durant 4 jours. Et cette nouvelle formation qui est très récente puisqu'elle a quelques mois, qui s'intitule Débuter l'activité accessoire d'intermédiation immobilière. Alors cette formation, elle est un petit peu spéciale par rapport aux autres formations que nous avons, puisqu'elle est assurée, elle est coordonnée par le pôle formation, en lien très étroit avec le groupement. Elle a fait l'objet d'échanges extrêmement nourris, d'une formation test, donc un travail extrêmement important, mais nous avons souhaité, comme nous le faisons maintenant sur un certain nombre de sujets, adjoindre aux compétences des commissaires de justice de la Chambre des spécialistes. Alors c'est vrai qu'on le fait de plus en plus sur des thématiques qui sont un petit peu au-delà du scope du commissaire de justice. On le fait sur la RSE maintenant, sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Avec Maître Carpanetti, on a fait intervenir une avocate spécialisée. On a une formation qui va ouvrir sur la convention sur les espèces protégées, qui est peut-être dédiée davantage aux ex-commissaires-priseurs judiciaires, la convention CITES, où on fait intervenir un spécialiste. Et c'est vrai que sur la formation intermédiation immobilière, nous avons collaboré avec 2 structures qui nous ont aidés à concevoir cette formation et à l'animer, qui est donc l'ESPI, l'École supérieure des professions immobilières, et je salue un de ses représentants et formateurs ici présent, Monsieur Camilly, que vous avez peut-être eu en formation d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi la formation. Je vois des têtes approuver ce que je viens de dire. Donc c'est une figure connue de la profession désormais. Et l'Académie Minerva, qui est le centre de formation de la transition énergétique et du diagnostic immobilier, j'espère que je ne me trompe pas. Et le formateur est Monsieur B, qui est au fond de la salle. Donc cette formation intermédiation immobilière qui dure 3 jours, elle a effectivement un certain nombre d'objectifs. Alors vous la connaissez, hein, comprendre le contexte de la réforme suite au décret de juillet 2024, analyser, comprendre et appliquer la règle et respecter la réglementation, les obligations et les contraintes de l'entremise immobilière, savoir établir un avis de valeur, ça a été aussi l'occasion de nombreux échanges, connaître les éléments et le paramètre d'un mandat de vente, d'une offre d'achat, de savoir les rédiger, la structurer un argumentaire de vente, partager sa conviction, ce qui est aussi un élément extrêmement important, et avoir une bonne compréhension des diagnostics immobiliers, puisqu'effectivement on a souhaité que la dernière journée soit consacrée tout spécifiquement aux diagnostics immobiliers qui sont effectivement nombreux. Alors un premier bilan, si j'ai encore un instant. Nous avons réalisé depuis quelques mois donc 3 formations de 3 jours, donc en janvier, en avril, enfin mars, avril et juin. Nous avons formé donc un peu plus de 80 commissaires de justice, et je mets de côté la formation test qui nous avait permis d'adapter le dispositif. Donc un peu plus de 80 commissaires de justice sur ces formations, avec des taux de satisfaction qui sont très bons. J'espère que voilà, ceux qui ont participé continuent à hocher de la tête. Parfait. Et une formation qui s'ouvre dans quelques semaines et pour lesquelles il reste des places. Quelques places, donc il faut se dépêcher. Le 5, 6 et 7 novembre à Rouen. Donc nous avons entamé
un petit tour de France, en commençant par la région Normandie, à la demande de la Chambre régionale d'ailleurs, je le précise. Donc cette formation qui aura lieu début novembre à Rouen. Toutes ces formations rentrent dans le cadre de votre obligation de 20 heures de formation annuelle. D'ailleurs, ces assises comprennent quelques heures qui sont validées dans le cadre de votre formation annuelle. Globalement, ces formations, effectivement, se développent. Le nombre d'items en formation se développe. On en a un peu plus de 45, je le disais tout à l'heure. Et le nombre d'inscrits, le nombre de commissaires de justice qui participent, donc vous-même, se développe très fortement. 3 chiffres. En 2023, Academis, donc l'organisme de formation des commissaires de justice, avait formé 644 commissaires de justice. En 2024, c'était 1000. Et en 2025, on sera un peu au-dessus de 2500. Alors, la formation sur la saisie des rémunérations, bien sûr, a entraîné une activité de formation extrêmement importante. Mais quand même, il y a un dynamisme qui est fort. Et en tant que directeur du pôle, en lien avec le secrétaire national Olivier Barré, qui est aussi en charge de ce pôle formation, on s'en réjouit vivement. Et on vous incite donc à suivre nos formations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Quentin. Et j'en profite au nom du groupement pour saluer l'École supérieure des professionnels de l'immobilier et les formateurs, donc Monsieur Camini et Monsieur B, qui sont présents aujourd'hui. Et justement, pour illustrer tout ce que vous venez d'évoquer, je me tourne vers vous, Maître Solène Ethan. Donc, vous exercez à Tours. Vous avez suivi cette formation à la gestion locative ainsi que celle sur l'intermédiation. Dites-nous concrètement comment ces formations vous ont aidé dans votre pratique quotidienne. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc moi je viens vous exposer vraiment du concret aujourd'hui, chers consoeurs, chers confrères. Moi j'ai créé mon activité accessoire de zéro en 2017. Je suis vraiment partie de besoins de propriétaires qui étaient à l'issue d'expulsion embêtés avec des biens dont ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne voulaient pas les vendre, ils voulaient les garder mais ils ne voulaient plus les gérer. Donc ils m'ont demandé, sollicité. Voilà, ça a débuté comme ça donc en 2017. J'ai fait un peu mes armes toute seule pendant 2-3 ans et en 2020 j'ai pu réaliser la formation sur la gestion locative donc dispensée par notre confrère Maître Lagnon qui m'a vraiment ancré, qui m'a permis vraiment de me créer une bibliothèque d'actes sécurisés et d'ancrer vraiment ma pratique et mes relations avec mes propriétaires et mes locataires également. Là-dessus, comme chacun de nous, je pense, à un moment, notre propriétaire, dans la vie de son bien, il a envie de vendre. Et qu'est-ce que je faisais avant le mois de juillet 2024 ? Eh bien, je le renvoyais vers certaines collaborations que j'avais avec des agences immobilières parce que j'étais pas en capacité moi-même de vendre. En janvier 2025, l'un de mes propriétaires vient me voir et puis il me dit je voudrais bien vendre mon appartement, un T2 meublé dans Tours. Écoutez, je sais que maintenant on peut faire l'intermédiation immobilière. Je me sentais pas vraiment les armes personnellement et seule de pouvoir gérer cette intermédiation, cette transaction. Là, la formation venait de s'ouvrir. J'ai contacté effectivement Didier, puis il m'a dit pour le mois de janvier, c'est un peu cuit. Les places étaient déjà toutes prises. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai un peu fait traîner mon dossier. Et en mars, la formation s'est ouverte. Donc je l'ai suivie, effectivement, je vous reconnais. Nos formateurs, nos chers formateurs, donc, qui ont vraiment été très pertinents et qui m'ont beaucoup aidé pour mener cette intermédiation qui a vu le jour. Donc j'ai signé mon mandat de vente non exclusif, comme on nous avait conseillé de le faire. Voilà, c'est très bien passé dans la relation, vraiment, le cadrage, comme on avait aussi enseigné, j'ai pu vraiment avoir cette relation avec mon propriétaire. J'avais suivi, gérer son bien depuis 5 ans, donc en toute confiance aussi par rapport à ce propriétaire qui a vraiment, dans le prolongement du mandat de gestion, voulu me faire confiance aussi sur la transaction. Il est vrai que j'ai eu de la chance parce qu'au bout de 2 visites, j'ai eu une proposition d'achat. Donc ça s'est fait très vite. Dès le mois de mai, j'avais une proposition d'achat quasiment au prix de vente avec une petite négociation de 2 000 €. Et au mois d'août, mes acquéreurs, qui également m'ont fait confiance parce que j'étais aussi commissaire de justice, ça a été un élément fort dans leur choix, ont signé leur acte de vente notarié définitif devant le notaire. Donc tout au fil de la relation, tant avec mon propriétaire, bailleur initialement, le vendeur, que les clients que j'ai rencontrés lors de cette vente, que le notaire, il y a une relation de confiance, parce que je connaissais le bien depuis plusieurs années, parce que je l'avais géré depuis 5 ans, parce que je connaissais l'immeuble, la copropriété, j'étais en relation avec le syndic. Tout cela a vraiment fait que
grâce vraiment à la formation aussi que j'avais reçue au mois de mars. J'étais en confiance, j'ai vraiment établi des relations même de longue durée avec les propriétaires actuels qui reviendront certainement dans quelques années me voir. Mais vraiment, ça a pu... voilà, je voulais vraiment relater cet exemple pour vous dire que ça nous arrive, ça peut tous vous arriver de faire de l'intermédiation. Saisissez cette opportunité parce qu'au niveau des chiffres d'affaires, donc je vais vous dire concrètement, moi j'ai vendu le bien à 157 000 € et j'ai pris en termes d'honoraires 7 500 € hors taxe. Voilà, donc il y a à peu près les prix de vente au niveau de notre région. C'est vrai que chacun va être dans des secteurs différents. Donc il va vraiment falloir apprécier ça au niveau de vos départements. Il est vrai que sur une opération, pouvoir réaliser 7 500 € d'honoraires, je pense qu'on est tous preneurs, voilà, de ce type d'opération. Et si j'en peux en réaliser 2 ou 3 dans l'année, pour le moment, ça me sera très bien. Voilà, plus. Je vais être ambitieuse, ouais, je vais en faire plus. Voilà, mais c'est en relation aussi avec le parc locatif que j'ai. Donc, je souhaitais vraiment vous remercier les formateurs, tout ce qui a été mis en place aussi avec la Chambre nationale. Sans cet outil, sincèrement, je ne suis pas convaincue que j'y serais allée ou j'y serais vraiment allée à reculons avec beaucoup moins de force et de conviction que j'ai pu le mener auprès de mon propriétaire qui m'a fait vraiment confiance jusqu'au bout aussi pour cette opération. Merci à tous. Alors on le voit bien, donc, depuis ce matin, les commissaires de justice individuellement disposent donc d'une palette de compétences impressionnantes, juridiques, techniques, humaines, mais au-delà des talents, on l'a vu aussi, il faut des outils, des structures et des méthodes partagées pour que tout cela fonctionne et surtout pour que la profession avance ensemble. Donc Sylvain Olagnan, peut-être vous pouvez nous expliquer concrètement comment vous avez mis en pratique tout cela. Comment vous avez réuni tous ces aspects? Je remercier Solène. Je pense qu'on peut te remercier déjà d'avoir pris le train et de venir nous voir. Et si on fait tout ça depuis 14 ans, voilà, c'est aussi pour des témoignages que celui-ci. Il y a eu les larmes de Guillaume Delacroix tout à l'heure, mais c'est très émouvant de voir que ce que l'on fait. Je pense qu'au pôle formation aussi, ils sont contents de voir des diplômés, ils sont contents de voir des confrères qui réussissent et ça fait du bien dans cette période troublée. Oui, alors la motivation, je vais être très bref parce que alors, sinon on va déjeuner à 20h. On est finalement un très grand réseau immobilier, parce que vous l'avez vu, je vous ai mis une carte tout à l'heure, c'est la carte qu'on avait présentée à la chancellerie. On est sur 450 structures, on est plus gros que Orpi et Foncière réunis en termes de points de vente, je parle, soyons modestes, en termes de points de vente, pas de lots gérés, mais on est plus gros que 2 réunis en nombre de points de vente de gestion locative. Donc on n'a absolument pas à rougir de notre maillage territorial, on le sait très bien. En revanche, personne ne nous connaît. Julie nous en parlera cet après-midi, personne ne nous connaît. On avait besoin d'une unité d'image avec le logo, une uniformisation, mais on avait surtout besoin d'être considérés aussi comme des grands comptes. Si vous allez, vous, chacun individuellement, vers des prestataires informatiques, assurantiels, etc., si on vous voit arriver tout seul avec vos 50 lots de gestion, on va s'intéresser à vous parce qu'il n'y a pas de petits clients, comme chez nous dans nos études ou dans nos cabinets, maître, mais on n'est pas en position de force pour négocier. La force du groupement, la force de la Chambre nationale, la force de la profession qu'on représente, c'est de pouvoir entrer par la grande porte chez des prestataires de grand niveau et de niveau international ou national. Et notamment, ça a été de signer un partenariat avec le groupe Orisha, qui est un écosystème et que Fabrice Rebut, qui nous suit depuis le début et qui s'est pris d'amitié pour nous aussi, je crois, en tout cas c'est réciproque, nous apporte tous les outils pour être des professionnels dès le premier lot de gestion. Et c'est très important, la confiance, elle doit venir dès le premier lot de gestion. On n'a pas le droit de faire de l'artisanat de 0 à 50 lots et puis de devenir des pros à partir du 51e. Fabrice Rebut, vous allez nous présenter donc cet écosystème qui prend justement toute sa place dans cette logique d'accompagnement et de modernisation. Donc, il s'agit donc de l'écosystème d'Orisha Real Estate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il fonctionne et aussi le partenariat qui a été mis en place avec le groupement? Alors, Orisha, avec le CGAI, c'est... Les GCJAI, c'est un partenariat maintenant qui date depuis de nombreuses années. Nous avons été les premiers à faire le pari de développer avec vous, en l'occurrence pour la gestion immobilière, le compte affecté, parce que c'était un enjeu. Alors on a travaillé avec, c'était M. Ferrari, l'expert comptable.
qui avait des exigences très fortes. On a essayé d'y répondre le maximum. Alors, les valeurs d'Orisha aujourd'hui, je les ai décrites un petit peu, l'innovation, l'humain, le connecté, l'excellence. Évidemment, je ne vais pas vous dire qu'on est mauvais, qu'on n'est pas humain et qu'on n'innove pas, mais c'est un petit peu le centre, c'est notre ADN. C'est d'essayer d'avoir des solutions. On relève, nous, des défis en permanence. On pourra parler éventuellement de la facture électronique qui nous arrive, toutes ces choses-là. On est entouré de collaborateurs de très haut niveau qui ont tous pratiqué la profession de la gérance, du syndic, de la transaction. Ça fait de nous un leader de marché puisque, décidément, je suis fâché avec le truc, là. Voilà. Aujourd'hui, au Richard Real Estate, c'est 550 collaborateurs. C'est beaucoup d'expérience. Je sais que pour ma part, j'étais un des associés des Gîtes qui avait été créé en 1986. 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, 23 logiciels et services, et ça, on pourra en parler. Tous les métiers adressés, c'est-à-dire que dans ce que vous présentez aujourd'hui, à savoir la gérance, le syndic, l'intermédiation immobilière et tout, on est sur l'ensemble de ces métiers. On a complété aussi avec d'autres choses. J'écoutais avec attention l'intervention de Verspirène tout à l'heure, qui parlait des sinistres, de l'importance d'être bien carré sur les relances d'assurance des locataires. Nos outils sont facilitateurs là-dessus, puisqu'au travers de WIPIMO, aujourd'hui, c'est des choses qui ont été automatisées. Les alertes sont générées automatiquement afin que justement vous ne passiez pas au travers du problème. Bon, 11 bureaux en Europe, bon, on a un peu triché, il y en a 9 en France. Sinon, on est Luxembourg et Belgique. Alors, on est leader aussi parce qu'on a 8000 clients sur la partie property management. Alors, chez nous, le property management, c'est à la fois la gérance et le syndic. On est aussi présent sur l'immobilier tertiaire, au travers de grands clients comme la SNCF, la RATP ou encore la Société de la Tour Eiffel. Mais là, c'est pour l'équipement des family office. Donc là, ils gèrent leur propre patrimoine, pour le coup. Et 16 000 clients dans le marché de la Transac avec ImoFacile, qu'un certain nombre d'entre vous utilisent. Alors là, on est aussi leader sur ce marché de l'intermédiation immobilière. Et donc 90 000 utilisateurs. Je vous ai décrit un peu toute la galaxie de ce que nous faisons. Les grands métiers que l'on adresse et qui vous intéressent, c'est syndic, administration de biens et transactions. Et autour de ces outils principaux, on va retrouver ImoFacile dont on a parlé, mais aussi des outils de gestion documentaire comme Imodocs qui permettent de faire de la rédaction genre d'un mandat de gestion ou un bail et tout. On est sur l'externalisation comptable, on le fait en l'occurrence aujourd'hui en copro, mais aussi en gérance. Et depuis pas mal de temps, on est présent aussi avec Colimo sur toute la gestion, déclaration de sinistres, gestion de travaux, enfin toutes ces choses-là. Alors, tout ceci constitue un écosystème. L'idée, c'est que là, c'est marqué votre bureau dans la poche, ce qui est très vrai, puisqu'aujourd'hui, que ce soit les outils comme ImoFacile, WIPIMO en gestion ou tous les autres outils que nous adressons, ils sont tous mobiles. Ça, c'est important. Ça veut dire que quand vous êtes chez un bailleur, vous êtes en capacité de le renseigner immédiatement parce que sur votre portable, vous avez sa GED, sa compta, vous avez absolument tout. Vous êtes en capacité de retracer toute sa vie. Et c'est exactement la même chose pour les outils de transaction immobilière puisque on va présenter au prochain Rent des outils sur la prospection, sur la mobilité et ainsi de suite pour les négociateurs. IMO 360, c'est mon ami Nicolas qui se cache quelque part par là. C'est tout ce qui est visite virtuelle au niveau des biens et je crois qu'un certain nombre d'entre vous ont pris cette solution, y compris pour des constats, et on est en train de travailler sur de l'IA et tout, sur plein de sujets. On va retrouver WIPIMO. Alors ça, c'est l'outil phare qui nous a amené à travailler au départ avec Sylvain. C'est aujourd'hui l'outil qu'on déploie le plus sur le marché. Pourquoi ? Parce que d'une part, il est full web. D'autre part, j'ai tendance à dire qu'il établit de la gestion prédictive, c'est-à-dire qu'il est capable de lancer à la date qu'on choisit son quittancement tout seul, ses révisions tout seul, ses rapports de gérance tout seul. Et justement, sur les obligations de type relance des assurances locataires, c'est pareil. On peut automatiser le process, si bien qu'on adresse directement les courriers aux locataires
avec des systèmes de niveau de relance et tout, qui nous permettent d'être sûrs sur l'ensemble. Bah, je parle des assurances locataires, mais c'est aussi les ramonages, c'est aussi les entretiens de chaudière, ou toutes ces choses-là. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos outils sont devenus de plus en plus prédictifs. Hein. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que ce ne soit pas l'utilisateur qui doit mettre un petit panneau devant lui en disant le 25, je dois faire ça, telle date, je dois faire ça. Non, c'est l'outil qui va proposer un certain nombre de choses. Non, toujours pas ? Voilà. Alors Colimo, j'en parle très rapidement, mais pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'on l'a totalement interconnecté avec Wipimo, justement. Là, avec Colimo, on va trouver, c'est une gestion de la relation client, parce que la faiblesse qu'on a tous dans nos entreprises, c'est d'être en permanence dépendant du fait qu'on a, quand j'ai un ordre de service, des demandes de devis, et ainsi de suite. Avec Colimo, en fait, on va traiter toute cette problématique, y compris les dossiers de suivi sinistre, parce que la principale faiblesse que nous avons, c'est que la mémoire des collaborateurs. C'est-à-dire, vous avez un collaborateur qui a suivi pendant très longtemps un portefeuille, et bah tiens, lui, il change sans que je le demande, et une fois qu'il est parti, il part avec la mémoire de l'entreprise. Donc là, on a fait en sorte, au travers de Colimo, justement, de centraliser toutes ces informations de gestion de la relation client quotidienne pour que, justement, la mémoire de l'entreprise reste dans l'outil. Alors, depuis très récemment, d'ailleurs, les mails arrivent directement dans Colimo, qui sont adressés au cabinet, afin qu'ils soient immédiatement transformés en tickets, en ordre de service ou toutes ces choses-là. C'est-à-dire que là, on centralise complètement l'info. Et pour tout vous dire, on est en train d'investiguer avec certains de nos partenaires sur de l'IA conversationnelle pour que un locataire, mettons, appelle le samedi à 23h et que ça puisse directement créer un ticket dans Colimo. On a fait des essais, c'est pas mal. Maintenant, là, je vous fais un peu de science-fiction un petit peu, mais ça va, dans quelques mois, ce sera efficient. Mais de temps en temps, dans le logiciel, il faut vendre du rêve, de temps en temps. Hein. Si on fait de la compta, c'est pas drôle. Alors, depuis maintenant 2 ou 3 ans, par le rachat d'une structure qui est en Brun, qui est dirigée par Aurélien Spiteri, qui est avec moi, on est aussi à même de pouvoir prendre en charge toute l'externalisation du syndic de copropriété et bientôt de la gérance, à savoir que la problématique souvent des structures comme les vôtres ou même les administrateurs de biens classiques, c'est que vous êtes en capacité de capter la clientèle, mais derrière les aspects comptables, il faut admettre que c'est un peu pénible. Et dès le départ, quand on a 20, 30, 40 lots, on n'a pas forcément la capacité de prendre un comptable. Donc nous, on est en capacité de prendre l'ensemble du traitement de tout ce qui concerne la compta pour vous consacriez uniquement aux aspects assemblée générale, mettons en syndic, la captation de la clientèle et la relation de la clientèle. Voilà. Et la même chose en gérance. Et pour conclure, et par rapport à l'état d'esprit que nous avons aujourd'hui chez Orisha, parce que Sylvain parlait de petits clients, il n'y a pas de petits clients. Je vais vous raconter une anecdote. En 1992, siècle dernier, j'ai signé un petit client à Tours, un tout petit client à Tours. Mon patron de l'époque m'a dit « T'as encore signé un petit client ?» okay. Bon, c'était Philippe Briand, il a fait le groupe Citia. Donc ce petit client est devenu infiniment plus gros. Merci de votre attention. Merci Fabrice Rebu. Alors, il nous reste 5 petites minutes avant d'aller déjeuner. Impossible de parler d'outils sans évoquer un partenaire historique de la profession. Master Report, est-ce que vous pouvez nous le présenter très rapidement? Donc, bonjour à tous. Alors, on a commencé Master Report il y a maintenant 11 ans. C'était donc à l'initiative du JSGI à l'époque, où Sylvain Lagnon et Didier Duplat ont beaucoup travaillé et nous ont aidés à développer cet outil. En fait, votre besoin à l'origine était de pouvoir faire des états des lieux en tant que huissier et administrateur de biens. Et donc, il n'y avait pas d'outils informatiques qui permettaient de faire ça. Et donc, on a développé, à l'époque, ça s'appelait HDJBox. Donc, cette application, principalement dédiée aux états des lieux, et on l'a déployé, on l'a fait évoluer depuis 10 ans
pour vous faire maintenant tous les constats, état des lieux à DB pour la partie gérance, mais aussi tous les constats d'huissier, que ce soit du constat Internet, constat vidéo, le constat SMS, affichage. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer qu'on a dépassé, enfin vous avez dépassé 1 million de documents créés par l'application. Donc on est à peu près à un rythme de 20 000 constats par mois aujourd'hui. Et donc c'est une vraie réussite grâce à vous, parce que c'est vous aussi qui nous proposons, enfin qui proposez des évolutions. Et c'est pour ça que l'application répond, je pense, aujourd'hui à tous les cas de figure du constat d'huissier. Sylvain, si tu peux passer. Oui. Juste après. Ouais, donc, pendant 10 ans, on ne s'est pas contenté de rester sur l'état des lieux. On a essayé d'intégrer toutes les évolutions techniques, donc avec de la vidéo, le montage vidéo pour les constats, on va dire, travaux, visites. On a la reconnaissance vocale. Donc l'iPad est déjà équipé, mais on a intégré l'IA pour permettre d'aller encore plus vite et de gagner toujours plus de temps. Donc voilà, depuis 10 ans, on essaye d'intégrer et de vous permettre d'optimiser toujours davantage la rédaction des constats avec l'application. Donc on m'a demandé de faire vite, alors je vais accélérer. Alors oui, aujourd'hui on équipe à peu près la moitié des études d'huissier. On est, je crois, autour de 560, 580 études. Et donc c'est une belle réussite et c'est des retours très agréables quand les gens nous disent on ne peut plus se passer de vous et on ne voit pas comment on pourrait revenir comme avant. Donc ça c'est vraiment les choses qui nous font plaisir à entendre de votre part. Alors, ce qu'on a développé au niveau des constats et des états des lieux, on va le voir demain en workshop, c'est d'enrichir le constat et pas de se limiter à une simple photo, on va dire. Donc, avec l'application, on va pouvoir annoter les photos, on va pouvoir faire des photos 360, on va pouvoir faire des visites 360. Si vous avez l'outil d'Orisha, là on a intégré la possibilité de mettre le lien de votre visite dans le document avec le QR code. Donc ça va être disponible d'ici la fin d'année. On a intégré donc la géolocalisation et l'objectif c'est de pouvoir que vous puissiez proposer à votre client un constat qu'on appelle augmenté, donc avec un ensemble d'informations. Ça ne va pas s'adresser à tous les constats, mais pour certains de vos clients, ça va être intéressant d'avoir une carte, par exemple, avec la position de toutes les photos pour un constat de voirie. Ça va être intéressant d'avoir chaque petite séquence d'un constat avant travaux, parce que le maître d'œuvre, il va pouvoir envoyer juste la séquence qui l'intéresse aux artisans. Et donc voilà, l'objectif de ce constat augmenté, c'est vous faites le constat d'huissier ou l'état des lieux, qu'est-ce que je peux apporter en plus à mon client qui va l'aider, lui, pour exploiter le document, qu'il ne soit pas juste, on va dire, un document qu'il va poser sur son bureau, mais là, on est aussi en train de travailler sur une fonctionnalité qui va permettre aux utilisateurs d'exploiter et de faire vivre et de diffuser facilement les constats réalisés par Master Report. Donc, voilà, au niveau du rendu final, quand vous envoyez le constat à votre client, il va pouvoir visualiser directement sur son navigateur la vidéo. Il va pouvoir visualiser les visites 360 ou les photos sans rien avoir à installer. Si tu peux passer aussi, Sylvain. On a intégré donc la carte avec OpenStreetMap qui permet de visualiser les photos. Et c'est une carte qu'il peut télécharger sur son ordinateur. Et il peut bien sûr télécharger le document PDF qui est l'acte authentique. Donc, Master Report, à l'origine, c'était les états des lieux. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez faire les constats d'inventaire, constats vidéo,
constat d'affichage. Le constat Internet, là, on a fait une nouvelle version qui est encore plus, on va dire, didactique, parce qu'on sait que le constat Internet, c'est très technique, donc on vous guide encore plus. Et chacun peut aussi faire ses propres modèles. Donc c'est valable aussi pour les états des lieux, pour la gérance. Donc, on a une trame qui est toute prête, mais vous pouvez, si vous avez des biens qui se ressemblent, par exemple pour des HLM, vous allez pouvoir vous créer votre propre modèle pour aller plus vite pour la suite. Voilà, j'ai fini sur la présentation. Alors, juste, vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas encore Master Report, parce qu'il y en a encore qui n'utilisent pas l'outil, vous pouvez vous inscrire et tester. Vous avez un mois d'essai gratuit et on vous guide pendant cette phase d'apprentissage qui se passe relativement bien en règle générale. Et en général, enfin, dernièrement, tous les nouveaux utilisateurs, c'est sur la cooptation et le conseil d'autres utilisateurs. Merci Damien Latournerie. Donc pour Master Report,